Bonjour et bienvenue dans Géopolitis, consacré à la nouvelle donne au Moyen-Orient. Avec la reprise des relations diplomatiques et commerciales entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite, qui veut garantir sa sécurité. Un accord conclu sous les auspices de la Chine, qui profite du vide laissé par les Américains dans la région. Les Américains qui avaient échangé leur parapluie sécuritaire contre le pétrole saoudien lors du fameux pacte du Quincy entre le président Roosevelt et le roi Ibn Saoud. À couteau tiré depuis la fermeture de leurs ambassades en 2016, les deux géants pétroliers et rivaux sur le plan religieux remettent Jambiya et poignard perçant au fourreau. Avec une histoire en mode accéléré, puisque le président iranien Ebrahim Raïssi a été invité par le roi Salman à se rendre prochainement à Riyad. Un apaisement sous parrainage chinois qui entend relancer son méga-projet de nouvelle route de la soie auprès de ses deux fournisseurs majeurs de pétrole dont elle est le premier acheteur. Et dans le même temps, la Chine vassalise la Russie qui lui fournira son gaz via un nouveau gazoduc sibérien. Mais cet accord porte surtout la marque du prince héritier Mohammed Ben Salman qui a senti le moment venu de s'émanciper de la tutelle américaine qui reste toutefois le principal partenaire de sécurité. Une nouvelle claque pour Joe Biden après le camouflet de sa visite à Riyad où il n'avait pas obtenu que les Saoudiens pompent plus de pétrole pour faire baisser le prix et réduire l'inflation américaine. MBS qui profite aussi de la faiblesse des Iraniens dont l'économie est épuisée par les sanctions avec une monnaie en chute libre et qui peine à mater la révolte contre le voile islamique et l'obscurantisme du régime. Nous évoquerons avec notre invité Hasni Abidi, enseignant au Global Studies Institute de l'Université de Genève, cette nouvelle dynamique qui rebat les cartes dans la région après ce sujet d'Elsa Anguinolfi. Ce n'est pas une réconciliation, mais le signe d'une détente entre les deux grands rivaux du Moyen-Orient. Nous avons convenu d'ouvrir un nouveau chapitre entre la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite après 7 ans d'absence de liens. L'Iran et l'Arabie saoudite ont signé le 10 mars un accord pour rétablir leurs relations diplomatiques rompues en 2016 et relancer leur coopération économique et sécuritaire. Un accord qui pourrait peser sur toute la géopolitique du Moyen-Orient. Les deux pays sont engagés dans une lutte d'influence qui remonte à la révolution islamique en 1979 en Iran. Cette rivalité suit des contours religieux. L'Iran se veut le défenseur du chiisme minoritaire dans le monde musulman, l'Arabie saoudite du sunnisme. Les deux pays sont en concurrence pour étendre leur influence au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen. Depuis 2015, l'Arabie saoudite intervient militairement dans le pays en soutien au gouvernement internationalement reconnu. En face, la rébellion chiite des Houthis, alliés de l'Iran, parade dans son fief d'Hodeïda. Le territoire saoudien et ses installations pétrolières sont régulièrement visés par des frappes revendiquées par les rebelles yéménites. Un jour avant l'annonce de l'accord avec l'Iran, le ministre des Affaires étrangères saoudien rappelait l'objectif de son pays. Nous voulons obtenir un cessez-le-feu permanent au Yémen et lancer un processus politique. Riyad cherche à s'extraire de ce conflit qui s'enlise. Selon le Wall Street Journal, Téhéran aurait accepté de ne plus fournir d'armes aux rebelles yéménites quelques jours après la signature de l'accord. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a besoin de sécurité et de stabilité pour mener ses grands projets et diversifier l'économie de son pays, très dépendante du pétrole. Il veut faire de l'Arabie saoudite un hub technologique avec d'immenses villes futuristes. Pour Téhéran, l'accord avec l'Arabie saoudite est un succès diplomatique bienvenu, alors que le régime est confronté à une grave crise économique et un mouvement de contestation inédit.
L'Iran espère rompre son isolement sur la scène internationale malgré les pressions face à l'avancée de son programme nucléaire. Cette évolution positive que nous observons dans la région avec la reprise des liens entre l'Iran et l'Arabie saoudite pourrait se produire avec d'autres pays de la région. Téhéran se rapproche de ses voisins du Golfe. Les Émirats arabes unis et le Koweït ont rétabli récemment leurs relations diplomatiques avec l'Iran. Des contacts seraient en cours avec le Bahreïn. Bonjour Hasni Abidi. Bonjour, je peux... Vous enseignez au Global Institute de l'Université de Genève. Vous êtes également le directeur du Centre européen et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Alors, le roi Salman va accueillir prochainement le président iranien Raïssi. C'est vraiment une accélération incroyable de l'histoire. Oui, c'est une première dans la région, d'autant plus que les relations elles étaient très tendues. Ils étaient presque en guerre par procuration dans plusieurs conflits. Mais en plus de ça, il y a ce conflit historique, ce conflit dogmatique entre l'expansion du sunnisme et l'expansion du chiisme. Et donc la visite de Raïssi constitue vraiment un élément important dans la région. Alors c'est vrai que l'Iran, en ce moment, on peut dire qu'il n'est pas au mieux de sa forme, avec les manifestations d'un côté, l'économie qui est vraiment en très mauvaise posture. Est-ce que c'est une explication aussi peut-être de cela ? Oui, les Iraniens ont vu tout simplement une fenêtre de tir. C'est une opportunité importante. Ils sont soumis à une pression importante, une pression à la fois intérieure avec des manifestations, mais aussi une pression extérieure avec des sanctions très importantes et qui ont affaibli lourdement l'économie iranienne. Et en même temps, ils voient qu'il y a une Arabie saoudite qui est inquiète et qui prête probablement à des concessions. Et c'est pourquoi il y avait une grande disponibilité de la part des Iraniens pour conclure. Vous dites inquiète, pourquoi ils sont inquiets les Saoudiens ? Parce que nous avons un prince héritier qui est jeune, qui s'est enlisé dans la guerre au Yémen, qui était censé être soldé en quelques semaines. Alors on voit bien, il y a quand même plusieurs années, c'est un véritable bourbier sur le plan économique, sur le plan militaire et sur le plan de l'image de l'Arabie saoudite. Et nous avons un prince héritier qui est quand même contesté par une partie de l'élite traditionnelle saoudienne qui a été brutalisée par lui-même. Il est pressé, le père, le roi Salman, qui dirige l'Arabie saoudite est en mauvais état de santé, et donc il fallait absolument à ce que le prince héritier sécurise son arrivée au trône. Alors justement, ce prince, il a surtout marqué par une série de décisions qui sont effectivement, qu'on peut considérer comme des graves erreurs. Vous avez parlé du Yémen. Il y a également la question, évidemment, quand il avait plus ou moins séquestré le président libanais. Il y a l'assassinat de Jamal Khashoggi. Est-ce qu'il a changé ? C'est vrai qu'il y a une série de déboires qui ont coûté cher, d'ailleurs, à Mohammed Ben Salman, surtout dans sa relation avec le parrain de toujours, les États-Unis. Mais en voyant les pourparlers avec les Iraniens, on voit qu'il y a une nouvelle élite. On voit des diplomates qui sont différents de ceux qui ont entouré Mohammed Ben Salman. Mais je pense que l'élément central, c'est surtout cette déception de Mohammed Ben Salman de voir ses relations bloquées avec Washington. Et là, il a fait son calcul de diversifier ses partenaires. Mais peut-être on assiste à un nouveau MBS aujourd'hui en Arabie saoudite. Alors justement, ce nouveau MBS, il a cette fameuse vision 2030, c'est ce qu'il appelle la nouvelle Arabie saoudite. Qu'est-ce que c'est exactement, ce changement fondamental ? Vous savez, les visions dans les pays du Golfe, c'est presque une mode. Chaque État du Golfe a une vision. La vision de 2030 de Prince Mohammed Ben Salman, c'est imaginer l'Arabie saoudite post-pétrole. Et ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la question d'Arabie saoudite avec sa jeunesse. Et c'est pourquoi MBS jouit d'une popularité auprès de la jeunesse, parce qu'il a aboli, bien sûr, la police religieuse. Certains droits ont été donnés, en fait. C'est les droits même des femmes. Et le prince Mohammed Ben Salman veut absolument sécuriser ce projet faramineux, ce Vision 2030, ces projets économiques très importants en Arabie saoudite, coûtent des milliards, mais ils sont vraiment avoir des relations de bon voisinage avec l'État le plus important, en l'occurrence l'Iran. Donc tous ces investissements seront vains. Vous dites évidemment, c'est un modernisateur, mais ça reste quand même, malgré tout, une dictature. Ce n'est pas un pays où on vote librement, où on choisit ses dirigeants. Non, on est face à un régime qui est très autoritaire, mais avec à la tête un homme qui est différent de ses prédécesseurs, dans la mesure qu'il avait compris qu'il fallait absolument changer et élargir un petit peu l'assiette de la gouvernance. Alors vous avez parlé au début de cette rivalité ancestrale, chiite-sunnite. Est-ce que finalement cet accord, on verra ce que ça donne, est-ce que ça va tenir ?
Cet accord, il est certes vulnérable parce que jusqu'à maintenant, on sait que les accords ou disons que même certains compromis avec les Iraniens tiennent pas longtemps parce que les Iraniens ne veulent surtout pas céder sur certains dossiers qui sont pour eux importants, c'est-à-dire leur influence à l'étranger. Donc on verra, et c'est pourquoi d'ailleurs cette prudence, elle est observée par les Saoudiens, et c'est pourquoi le communiqué parle de 2 mois pour observer la politique étrangère iranienne. Vous avez raison de poser cette question parce que le fait même de choisir la Chine, évidemment, c'est un élément aussi pour dire on a besoin d'un garant différent qui peut vraiment ramener les Iraniens à des bons sentiments. Alors, les Iraniens, évidemment, ce qui est le dossier le plus crucial, c'est le nucléaire. Ils sont à quelques semaines d'acquérir une bombe atomique. Qu'est-ce que ça implique justement par rapport aux Saoudiens, ça ? Vous savez, c'est un élément crucial. Les Saoudiens observent et regardent de près les progrès iraniens en matière de seuil nucléaire, en matière d'industrie nucléaire. Ils sont persuadés que les Iraniens ont pris cette décision parce que disons que le nucléaire est une police d'assurance pour le régime iranien avant que ce soit d'abord pour la République iranienne. Et les Saoudiens ne peuvent pas compter que sur le soutien israélien ou le soutien américain. Et c'est pourquoi ils ont fait un calcul simple, c'est qu'il vaut mieux plutôt pactiser avec les Iraniens, en quelque sorte éviter leur nuisance, que de rester en éternel ennemi et du coup compromettre tout le projet économique et social de Mohammed Ben Salman. Alors cet accord, on en a parlé, a été signé sous le parrainage de la Chine. Le président Xi Jinping, qui entend évidemment jouer à fond la carte de médiateur, bien que sur le conflit en Ukraine, il serait plutôt effectivement du côté russe, il n'est pas vraiment neutre. Il n'empêche que ce coup, disons, entre Iraniens et Saoudiens, c'est un coup de maître, comme nous l'explique Mélanie Ohayon. Sur la photo de famille, entre Iraniens et Saoudiens, on ne peut pas manquer le troisième acteur. Au centre, le chef de la diplomatie chinoise qui a œuvré en coulisses au rapprochement de ces 2 grands rivaux du Moyen-Orient. La Chine soutient les pays du Moyen-Orient pour qu'ils adhèrent à l'autonomie stratégique, renforcent l'unité et la coopération, se débarrassent de l'ingérence extérieure et prennent véritablement en main l'avenir et le destin du Moyen-Orient. Dans cet accord finalisé à Pékin, la Chine se pose en garante de la relation entre Riyad et Téhéran, un formidable coup diplomatique dans une zone d'influence traditionnellement américaine. Pékin a tout intérêt à un apaisement dans la région. La Chine est à la fois le premier client de pétrole saoudien et le premier partenaire économique de l'Iran. La Chine a beaucoup investi dans ces 2 pays ces dernières années, notamment dans des projets liés aux nouvelles routes de la soie, là où l'Iran joue un rôle clé sur la route terrestre qui traverse l'Asie centrale pour rejoindre l'Europe. Et puis l'Arabie saoudite, incontournable sur la route maritime qui relie la Chine au reste du monde via le détroit de Bab el-Mandeb. Il y a quelques mois, Riyad, le président chinois, signe une nouvelle série de contrats avec le royaume saoudien, pour un montant de près de 30 milliards d'euros, dans des domaines comme l'hydrogène vert ou le développement de la 5G. En novembre, les médias chinois annoncent une vente record d'équipements militaires à l'Arabie saoudite. Plus largement, les investissements chinois au Moyen-Orient ont plus que quintuplé ces 10 dernières années. La Chine occupe le terrain économique et se pose en arbitre de paix dans la région. Depuis 2013, la Chine propose sa médiation dans le conflit israélo-palestinien avec beaucoup moins de succès. Nous continuerons à apporter les idées de la Chine pour la paix et la tranquillité au Moyen-Orient et jouer notre rôle de grande puissance responsable. Pékin se projette en grande puissance diplomatique bien au-delà du Moyen-Orient. Entre la Russie et l'Ukraine, le président Xi Jinping espère imposer cette voie chinoise et être celui qui aura réussi à négocier la paix. Alors, quelle est l'ambition de la Chine au Moyen-Orient ?
La Chine, elle se trouve finalement dans une position qui n'est pas du tout confortable, avec deux bons clients et deux bons alliés. D'abord l'allié traditionnel, l'Iran, et aussi l'Arabie Saoudite, qui fournit du pétrole à l'Arabie Saoudite. Et son ambition, c'est de ramener ces deux alliés importants finalement à une relation cordiale. D'où cet interventionnisme et cette ambition chinoise, facilitée par d'autres, comme Oman, comme l'Irak. La Chine veut absolument avoir un poids important dans la région Moyen-Orient et dans le Golfe, mais aussi la Chine, elle veut diversifier ses partenaires. La Chine aussi, elle est critiquée par le camp occidental, surtout après sa position en Ukraine, et c'est pourquoi elle veut montrer que l'alternative existe, que la Chine, elle peut très bien vivre aussi avec ses voisins en Asie. Mais justement, dans cette région qui est sous influence américaine depuis très longtemps, est-ce que la Chine peut évincer les États-Unis, qui restent quand même le parrain sécuritaire numéro 1 ? C'est une véritable épreuve pour les Chinois qui ont jusqu'à maintenant brillé, surtout sur le plan économique, et justement sur la non-ambition sur le plan militaire, ce qui a rassurer tout le monde et peut-être endormi tout le monde. Aujourd'hui, la Chine se réveille, mais elle constate que justement cette ambition économique, financière, surtout autour de la route de soie, a besoin de sécurisation aussi, a besoin des voisins qui ne sont pas, en tout cas, hostiles à cette arrivée de la Chine. Et c'est pourquoi elle a d'excellentes relations avec des pays en Afrique du Nord, et surtout maintenant avec l'Asie. Et la Chine a compris que l'Arabie Saoudite est la clé du reste des monarchies du Golfe, et c'est pourquoi elle veut étendre son influence au-delà de Riyad. Alors je demande, pour Joe Biden, finalement, c'est aussi une claque. Vous avez publié l'an passé Le Moyen-Orient selon Joe Biden. Est-ce que c'est un échec pour Biden ? Jusqu'à maintenant, on peut parler d'un échec, c'est-à-dire que, vous savez, Mohammed Ben Salman ne se remet pas de sa mauvaise relation avec Biden. Oui, il avait parlé d'État paria, d'État paria, Biden, on se rappelle. Absolument. Il a même refusé de le parler. Il a répondu à une journaliste en disant son partenaire, c'est le roi Salman, et ce n'est pas Mohammed Ben Salman. Et ça a été vécu, bien sûr, comme un traumatisme par Mohammed Ben Salman. En plus, les relations sont très, très froides. Et c'est pourquoi MBS aussi est allé chercher un autre partenaire de taille. Et évidemment, la Chine, c'est le meilleur qui se présente dans la région. Oui, c'est ça. Il y a cette phrase d'un journaliste saoudien qui résume aussi l'évolution de la diplomatie de Mohammed Ben Salman. Nous sommes des alliés, mais pas des laquais. On ne veut plus être les laquais des Américains. C'est vrai. En même temps, il ne faut pas oublier que l'accord de Quincy, le compromis de Quincy depuis 1945, c'est-à-dire pétrole contre sécurité, les États-Unis assurent la sécurité de la famille royale Al Saoud. Ils l'ont fait, ils ont fait le travail depuis 1945, et l'Arabie Saoudite, elle s'est engagée à donner du pétrole et au prix un petit peu négocié avec les Américains. On a bien vu récemment, Mohammed Ben Salman a refusé de baisser les prix de pétrole, a refusé d'augmenter les prix de pétrole avec l'OPEP+, bien sûr en compagnie de la Russie, et c'est un élément de contentieux avec Washington. Alors il y a un autre acteur de poids dans la région, c'est Israël, qui a réussi quand même aussi un coup de maître avec les fameux accords d'Abraham. Ils essayent d'impliquer l'Arabie Saoudite dans ces accords. Ça va être plus compliqué maintenant, du fait qu'évidemment le contentieux entre Israël et l'Iran est énorme. Alors c'est très compliqué en ce moment parce que d'abord le président Biden n'a pas le même enthousiasme que son prédécesseur, le président Trump, en matière des accords d'Abraham. Le deuxième élément, c'est vrai que Israël a misé sur une normalisation avec l'État pivot. Le poids lourd du monde sunnite, c'est l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite, elle a d'autres calculs, d'autres craintes. La menace iranienne, elle est beaucoup plus importante, et avoir de bonnes relations avec les Iraniens, c'est éviter une sanction iranienne en cas d'attaque israélienne contre, bien sûr, des installations nucléaires en Iran. En quelque sorte, les Israéliens ont perdu, à mon avis, une occasion importante, mais parce que l'Arabie Saoudite ne peut pas jouer avec sa sécurité. Et le quatrième acteur de poids dans la région, c'est la Turquie, Erdogan. Comment il voit tout ça, lui ? Alors, vous savez, le président Erdogan est en campagne électorale permanente. Ça ne le dérange pas, et je pense qu'il sera aussi, s'il y a un mouvement, par exemple, pour se réconcilier, il sera content parce qu'il a à la fois d'excellentes relations avec les Iraniens. Maintenant, puisque, souvenez-vous, M. Erdogan qui a médiatisé l'affaire du journaliste Jamal Khashoggi, aujourd'hui, il est revenu avec d'excellentes relations. L'Arabie Saoudite vient d'accorder justement un dépôt en plus de 5 milliards pour la Turquie, et je pense que le président Erdogan va aussi vers une normalisation, même avec le Bachar al-Assad. Ce n'est pas exclu parce que le président de la Turquie tient absolument aussi à revenir à cette politique de zéro problème.
Eh bien, merci Hasni Abidi pour ces explications sur ce Moyen-Orient qui effectivement tourne une nouvelle page. C'est un plaisir de vous revoir sur le plateau de Géopolitis. Évidemment, on continuera à vous écouter sur les différentes ondes de la RTS. Merci beaucoup. Merci à vous. Grâce à cet accord, l'Iran revient dans le jeu diplomatique régional, comme on l'a vu, mais le régime est loin d'être sorti du mouvement de révolte le plus important depuis la prise de pouvoir des ayatollahs en 1979, alors que l'économie bat de l'aile. Anne Delette. Danse traditionnelle pour annoncer l'arrivée du printemps. C'est Nowruz, le nouvel an persan, grande fête familiale. Poisson rouge et pousses de blé sont les objets symboliques des célébrations. Mais cette année, le cœur n'est pas à la fête. L'inflation de l'ordre de 60% inquiète. Tout est cher. Une situation potentiellement explosive. Et la mort de Masha Amini en septembre dernier a bouleversé la vie de nombreux Iraniens. Cette année est très triste. J'avais l'habitude d'aimer Nowruz. Mais je suis si malheureuse que je n'ai même pas rangé ma maison. Beaucoup de jeunes gens sont morts. Je compatis avec les mères qui ont perdu leurs proches. La répression policière des manifestations a coûté la vie à 527 personnes, dont 71 enfants. 20 000 personnes ont été arrêtées en 6 mois. Beaucoup le sont toujours. Ce manifestant a été pendu en janvier. Une centaine d'autres sont en attente dans le couloir de la mort. Autant de moyens pour mater la révolte. Mais elles tiennent bon. Et si les grandes manifestations se font plus rares, la contestation utilise d'autres canaux, comme cette vidéo devenue virale et postée le 8 mars pour la journée de la femme. Et la rage de cette jeune activiste tout juste libérée de prison. « Khamenei, le tyran, nous te traînerons au sol », hurle-t-elle. Dans les rues de Téhéran, de plus en plus de femmes abandonnent le voile. C'est aussi le cas dans cette pâtisserie chic de la capitale. Arrêtée à cause d'un foulard mal porté, cette jeune femme constate un changement. Ce que je vois sur le visage des femmes aujourd'hui est très différent d'il y a 6 mois. Le courage se manifeste davantage, ce qui est un changement positif. Image étonnante que ces femmes en route pour assister à une rencontre amicale Iran-Russie. Le foot, pourtant inaccessible. Mais le pouvoir des mollahs a besoin de soigner son image. Il sait que sa stabilité ne tient qu'à un fil. Ça valait bien quelques concessions, car la colère n'est pas loin. On en parlait avec notre invité. Le 14 février 1945, le président américain Roosevelt et le fondateur du royaume saoudien, le roi Ibn Saoud, concluent ce que l'on appelle le pacte du Quincy, du nom du croiseur américain sur lequel les deux hommes se rencontrent. Un pacte qui tient plus de la légende que de la réalité, selon certains historiens, mais qui assure tout de même la sécurité aux Saoudiens contre des livraisons de pétrole. On y revient dans notre rubrique ce jour-là. Le 14 février 1945, sur les flots du canal de Suez, le fondateur du royaume d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ibn Saoud, rencontre pour la première fois le président américain Franklin Delano Roosevelt. À bord du navire de guerre américain US Quincy, les deux chefs d'État concluent un accord déterminant sur le plan géopolitique, la protection américaine contre le pétrole saoudien. Grâce aux revenus du pétrole, le peuple saoudien a amorcé sa révolution industrielle. L'Arabie saoudite, qui produit près de 300 millions de tonnes de pétrole brut par an, est le 3e pays producteur derrière les États-Unis et l'Union soviétique. Mais elle est de loin le premier pays exportateur. Plus de la moitié de sa production est destinée à l'Europe occidentale. La totalité de ces puits se trouvent à proximité du golfe Persique, ce qui permet une évacuation facile du brut. Leurs frais d'exploitation sont les plus bas du monde. Le volet sécuritaire américain de l'accord se déploie lors de la première guerre du Golfe. C'est depuis ces bases localisées en Arabie Saoudite que seront lancées les premières frappes contre l'armée irakienne.
Content d'être là, mais vivement qu'on en finisse. Les opérations étaient dirigées par le prince Khaled bin Sultan Al Saoud et le général Norman Schwarzkopf. À 4h00 heure locale ce matin, les forces de la coalition ont démarré une importante offensive terrestre, navale et aérienne pour éjecter les forces irakiennes du Koweït. La coopération militaire entre l'Arabie saoudite et les États-Unis aura un impact décisif dans toute la région. Et si finalement l'accord irano-saoudien, conclu sous l'égide chinoise, était gagnant-gagnant pour les États-Unis et non pas perdant-perdant comme le fustigent les faucons à Washington. Très occupé à armer l'Ukraine et à mettre la Russie hors d'état de nuire, Joe Biden aurait tout lieu de se satisfaire du retour à une certaine stabilité au Moyen-Orient, dont les États-Unis ont été les pompiers pyromanes, comme le rappellent les conséquences de l'invasion de l'Irak il y a 20 ans. Il peut aussi compter sur le fait que la Chine découvre à ses dépens les subtilités de l'Orient compliqué et les arrière-pensées qui ne manqueront pas de ressurgir entre Iraniens et Saoudiens. Il peut aussi se dire que c'est un caillou dans la chaussure de Netanyahou qu'il ne porte pas dans son cœur. Mais ce que Biden redoute, c'est que la Chine réussisse à devenir un médiateur incontournable dans les affaires du monde si elle parvenait à mettre Poutine et Zelensky autour de la table, prenant la place des États-Unis comme leader des affaires mondiales. Une évolution à laquelle ne croient pas les experts américains, ce qui n'est pas surprenant. Avec toute l'équipe de Géopolitis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission consacrée à la fin du monde d'avant. Merci de votre fidélité et surtout, portez-vous bien.